de la célèbre baigneuse qui souleva contre l'école prétendue réaliste une réprobation générale dont la clameur poursuit encore Courbet. J'ai eu l'un des premiers, je puis le dire, l'honneur d'applaudir ce monceau de matière puissamment rendu qui tourne avec cynisme le dos au spectateur. Remarquez cela, en dépit du sarcasme, du dégoût, de la condamnation, toujours un certain éloge se trouve en faveur de Courbet sous la plume des critiques. Eh bien, messieurs les appréciateurs jurés, faiseurs de comptes rendus, experts de la grande presse, dites-moi donc là, sérieusement, ce que vous trouvez à reprendre à cette invention nouvelle. Le dessin y manque-t-il ou la couleur? N'y a-t-il pas de l'étoffe et, comme on dit à l'atelier, de la pâte? Elle ne vous plaît pas. Pourquoi? Déduisez-moi vos raisons. Oh, vous aimeriez mieux, on le sait, une nymphe de Pradier ou de Clessinger, part dans une posture impossible sous l'aiguillon d'Eros, une odalisque de Ingres ou tout autre miroir aphrodisiaque. Vos feuilletons, vos romans, vos petits vers témoignent là-dessus de votre éthique et de votre esthétique. Mais n'y a-t-il donc que la Vénus vulgivague ou millionnaire en chemise ou retroussée qui puisse être appréciée de vous? Cette honnête femme qui sort du bain et se laisse voir par derrière, sans songer à mal, ne trouvera-t-elle pas grâce devant vous? Oublions pour un moment vos délices épicuriennes et raisonnons. Elle est laide, elle vous dégoûte, prétendez-vous? N'exagérons rien. Nous faisons ici de l'art, non de la volupté. Que la femme que vous montre ici Courbet, dans une attitude aussi réservée que la nudité le comporte, ne soit rien moins qu'une beauté idéale, c'est possible. Telle n'a pas été non plus l'intention du peintre. Grasse et dodue, large de croupe et fournie d'encolures, brune et luisante, à coup sûr, on ne vous la donna jamais pour une Diane ou une Hébé. Remarquez cependant qu'elle n'est ni bossue, ni bancale, ni mal bâtie. Le monde est plein de belles femmes qui, au déshabillé, ne la vaudraient certainement pas. Comment donc ne voyez-vous pas que ce qu'il y a ici de disgracieux, de répugnant même, et que vous ne savez pas seulement définir, est un effet de l'art, une préméditation du peintre? Or, il s'agit entre nous précisément de cela, à moins de dire que l'artiste n'a su ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Je me demande, moi, quelle a été l'idée de Courbet en peignant cette figure d'une vérité, d'un réalisme, si vous voulez, que rien ne surpassera jamais. Vous êtes-vous seulement posé cette question? On m'a raconté qu'au salon de 1853, où la baigneuse fut exposée pour la première fois, l'impératrice Eugénie venait de voir le tableau, si justement applaudi, de mademoiselle Rosa Bonheur, le marché aux chevaux. On avait eu soin de faire observer à sa majesté impériale, andalouse comme on sait d'origine, qu'elle ne devait pas juger de nos races chevalines d'après celles de son pays, et que ce qui faisait le principal mérite du marché aux chevaux, ce qui le rendait intéressant pour l'amour-propre national, c'était la fidélité avec laquelle l'artiste avait su rendre la plus noble, la plus belle de nos races, la race percheronne. Ceci, soit dit en passant, prouve que dès 1853, Courbet n'était pas le seul peintre réaliste que nous eussions, qu'il y en avait d'autres qui, sans négliger l'idéal, cultivaient le réel, et sans s'en douter le moins du monde, auraient mérité tout autant que lui d'être classé parmi les réalistes. De tout temps, les statuaires et les peintres ont idéalisé le cheval, la plus noble conquête de l'homme, comme ils idéalisaient l'homme lui-même. Cela prouve le cas que nous avons fait dès le premier âge de ce bel animal. Mais où le trouve-t-on, ce cheval idéal? Qui l'a vu? Nous connaissons le cheval limousin, normand, percheron, andalou, arabe, mecklembourgeois, cosaque même. Et dans toutes ces variétés, il y a de superbes échantillons. Mais de cheval idéal, point. C'est une convention pure. Arrivée devant la baigneuse, l'impératrice ne put retenir un cri de surprise. « Est-ce aussi une percheronne ?» fit-elle. Si j'avais été présent, j'aurais pris la liberté de répondre à sa majesté en notant mon chapeau. Non, madame, celle-ci est une simple bourgeoise, comme nous en avons également beaucoup, et dont le mari, libéral sous Louis-Philippe, réactionnaire sous la République, est actuellement l'un des sujets les plus dévoués de l'empereur. Oui, la voilà bien, cette bourgeoise charnue et cossue, déformée par la graisse et le luxe, en qui la mollesse et la masse étouffent l'idéal,
est prédestiné à mourir de poltronnerie, quand ce n'est pas de gras fondu. La voilà telle que sa sottise, son égoïsme et sa cuisine nous la font. Quelle ampleur, quelle opulence, on dirait une génisse attendant le sacrificateur. Comparez entre elles la baigneuse et la fileuse endormie, et vous vous apercevrez d'une chose, c'est qu'entre paysannerie et bourgeoisie, le fond est absolument le même. Mais que la différence des physionomies créée par les mœurs est énorme. Est-ce que cette épaisseur de l'art ne vous semble pas, dans sa flasque matérialisée, rendre la pensée de l'artiste 1000 fois mieux que ne pourrait faire la plus savante allégorie, ni le Ramino Grobi de La Fontaine, ce chat faisant la chatte mythe, ce saint homme de chat bien fourré, gros et gras, ni le rat si joliment raconté par le même, qui enfermé dans un fromage s'engraissait à la ronde, n'approche du type créé par Courbet. Ce chat et ce rat sont de l'apologue, des malices d'enfants, l'autre est de la haute comédie. Quand je dis bourgeoisie, il faut s'entendre, ce n'est pas une classe de citoyens que j'entends vouer à la risée de la plèbe. Je ne fais pas ici de politique, c'est tout simplement un inconvénient de certaines habitudes que je dénonce. La théologie enseigne qu'il y a des grâces d'État, il y a aussi des vices d'État. D'ailleurs, il en est un peu de la peinture comme de la musique. Chacun a le droit d'y voir ce que bon lui semble. L'essentiel pour le peintre est que l'on y découvre quelque chose. Cette femme que je vous présente ici avec son gros derrière, comme la personnification de la bourgeoisie, peut devenir à votre gré tout autre chose. Ce pourrait fort bien être un bas bleu par exemple. J'en ai vu de cette carrure. L'exercice de la plume vous alourdit une femme tout comme le couteau de la charcutière. Ce peut être quelque chose de moins estimable encore et qui est parfaitement dans nos mœurs. Une mère abbesse. La courtisane y goinfre, goule, tourne rapidement à la graisse et devient énorme. Toutes ces variétés rentrent quant à la forme dans le même type. Le général russe Mouraviev fait fouetter les polonaises patriotes. C'est un brutal qui ne sait pas son métier. Courbet fait pis à ses victimes. Il est peint cul nu et les rieurs sont de son côté. Je connais un zélateur de l'idéal qui, fasciné par l'incomparable énergie de ce tableau, eut l'étrange curiosité de faire connaissance, comme dit la Bible, conoscere, avec le modèle. Que trouva-t-il? C'est ce que j'ai oublié de lui demander, et qui ne nous importe guère, comme un homme qui, n'ayant pas l'œil montagnard, regarde du haut d'un rocher à pic, au fond d'un abîme. Cet idéaliste avait été pris de vertige, et s'était, ma foi, bravement précipité. Je souhaite aux peintres de l'Académie et aux partisans de l'art pour l'art beaucoup de triomphes comme celui-là. Caractère de l'art dans la période qui commence, définition de la nouvelle école. Nous reprendrons l'examen des tableaux de Courbet. Essayons, avant d'aller plus loin, de déterminer le caractère de l'art dans la période où nous sommes entrés depuis 10 ou 15 ans et de définir la nouvelle école. Nous avons dit que l'art a son principe et sa raison d'être dans une faculté spéciale de l'homme, la faculté esthétique. Il consiste, avons-nous ajouté, en une représentation plus ou moins idéalisée de nous-mêmes et des choses en vue de notre perfectionnement moral et physique. Il suit de là que l'art ne peut subsister en dehors de la vérité et de la justice, que la science et la morale sont ses chefs de file, qu'il n'en est même qu'un auxiliaire, que par conséquent sa première loi est le respect des mœurs et la rationalité. L'ancienne école, au contraire tant classique que romantique, soutenait et les philosophes distingués se sont rangés à cette opinion que l'art est indépendant de toute condition morale et philosophique, qu'il subsiste par lui-même comme la faculté qui lui donne naissance. C'est cette opinion qu'il s'agit actuellement d'examiner à fond, car c'est elle qui fait toute la difficulté entre les écoles. L'art donc, pense-t-il, sait-il, raisonne-t-il, conclut-il? À cette question catégorique, l'école romantique, plus hardie encore que sa rivale, a répondu non moins catégoriquement non, faisant ce qu'elle nomme fantaisie, génie, inspiration, soudaineté, et qui n'est autre chose qu'une ignorance systématique, la condition essentielle de l'art. Ne rien savoir, s'abstenir de raisonner, se garder de réfléchir, ce qui refroidirait la verve et ferait perdre l'inspiration, prendre la philosophie en horreur, telle est la maxime des partisans de l'art pour l'art. Nous ne condamnons
science en elle-même, disait-il, nous rendons parfaite justice à son utilité, à son honorabilité. Et nous ne sommes pas les derniers à en illustrer les représentants. Nous prétendons seulement qu'elle n'est d'aucun secours pour l'art, qu'elle lui est même fatale. L'art est tout spontané, il est inconscient de lui-même, il s'ignore ses intuitions pures, il ne sait ce qui le mène, ni ce qu'il fait, ni où il va. Que d'autres mettent de la suite, de la logique dans ces manifestations, qu'ils en cherchent la raison, qu'ils en montrent le lien, cette affaire de philosophie que l'on peut trouver fort plausible, mais qui ne regarde réellement point l'artiste. La muse, faculté universelle, souffle divin, incoercible, rebelle à l'analyse comme à la discipline, visite tantôt celui-ci, tantôt celui-là. C'est elle qui dit à chacun « tu seras artiste ». Heureux le prédestiné qu'elle couvre de ses ailes. Il enlèvera l'admiration des hommes et conquérera l'immortalité. Mais c'est en vain qu'il essaierait de retenir par les maîtres de la méditation l'esprit céleste. C'est en vain qu'il voudrait lui commander au nom d'une théorie. La dialectique le fera fuir, et pour jamais. Le plus ignorant des hommes peut avoir une inspiration heureuse. Le téméraire qui, par la philosophie, par la critique, par la raison pure, croit s'en emparer, n'y arrivera jamais. Cette exclusion de la science du domaine de l'art s'étend à la morale. L'art existe par lui-même, disait-il encore, il est indépendant des notions de justice et de vertu. C'est la liberté dans son absolutisme. Sans doute, et nous ne le nions pas, ce qui est moral est digne de toute louange, et ce qui est criminel digne de réprobation. Nous n'avons jamais prétendu que l'art puisse changer la nature et la qualité des choses, faire du crime une vertu, rendre moralement bon ce qui est moralement mauvais. Nous disons que l'art, en tant qu'art, est affranchi de toute considération morale, comme de toute étude philosophique, en sorte qu'il peut se manifester, se développer dans la superstition et la débauche, comme dans la science et la sainteté, produire des chefs-d'œuvre sur des sujets immoraux et absurdes, ni plus ni moins que dans la célébration des idées et de toutes les vertus civiques et domestiques. Ainsi, parce que Jules Romain et autres ont fait avec un merveilleux talent des peintures obscènes, parce que Parny et Voltaire ont écrit, l'un la guerre des dieux, l'autre la pucelle, on s'est imaginé que l'art pouvait se suffire et que tout le reste éteint, il aurait la puissance de faire revivre le cadavre et d'ennoblir l'humanité. On s'est abusé dans le plus grossier sophisme. On n'a pas compris que des œuvres comme celles que je viens de citer sont des monstres, où la laideur du sujet est arbitrairement mariée à une forme belle, mais dès longtemps donnée et découverte. La question en effet n'est pas de savoir si des artistes comme Voltaire et Jules Romain, venus à la suite du développement complet de la langue, de la littérature et de l'art, peuvent faire ce que bon leur semble de leur style et de leur pinceau. La question est de savoir si la langue et l'art seraient arrivés sous l'influence d'œuvres comme la pucelle et de gravures comme celle de l'Arétin, au point de perfection où ces grands artistes les ont trouvés. Les créateurs de la langue française, ne l'oublions pas, sont Malherbe, Corneille, Boileau, Pascal, Bossuet et autres semblables, les plus sévères, les plus précis et les plus chastes des génies. Jugeons du reste par cette analogie. La question de l'indépendance de l'art conduit à une autre, celle de sa fin, de sa destination. Sur ce point, comme sur le précédent, l'ancienne école n'est pas moins implicite, explicite et décisive. D'après les classiques et les romantiques, qu'il serait inconséquent de séparer, l'art est à lui-même sa propre fin, manifestation de la beauté et de l'idéal. Quel autre objet pourrait-on lui assigner que celui de plaire, d'amuser? Il répugne à toute fin utilitaire. S'il favorise les mœurs, s'il aide à la santé, s'il contribue à la richesse, tant mieux pour elle. L'homme d'État pourra en prendre texte pour imposer à l'art certaines restrictions de police, mais il n'en résulte nullement que l'art reconnaisse une suzeraineté en dehors de sa nature. Les ordonnances du législateur ont leur motif, elles doivent être respectées. Comme citoyen, l'artiste s'y soumet, comme interprète de l'idéal, il ne s'en soucie aucunement. Son unique but, c'est, en vous faisant part de ses impressions personnelles, quelles qu'elles soient, d'exciter en vous cette délectation intime qui double la jouissance de la réalité, qui tient lieu bien souvent de sa possession. Qu'importe ici la moralité du fait ou sa logique,
Qu'importe la valeur économique ou morale de la chose, vous êtes séduit, passionné, transporté, c'est tout ce que veut l'artiste. Le reste est hors de sa compétence, hors de sa responsabilité. Je ne perdrai pas mon temps à réfuter cette théorie fondée sur une équivoque et que chacun aujourd'hui peut juger par ses fruits, car c'est elle qui, depuis 60 ans, pour ne pas remonter plus haut, a fait déchoir constamment l'art et qui l'a perdu. L'âme humaine est constituée en une sorte de polarité, conscience et science, en d'autres termes, justice et vérité. Sur cet axe fondamental, comme sur leur dominante, gravitent les autres facultés, la mémoire, l'imagination, le jugement, la parole, l'amour, la politique, l'industrie, le commerce, l'art. Ce qui a dérouté les artistes, ou pour mieux dire, ceux qui leur ont fourni cette fausse esthétique, c'est qu'ils ont méconnu cette constitution. Ils ont vu dans l'âme humaine une triade où le sentiment, l'esthésie, figurait selon eux comme troisième terme égal aux deux autres. Tandis qu'il y a véritablement qu'une dyade ou, comme je le disais tout à l'heure, une polarité dans laquelle l'art ne peut plus évidemment être considéré que comme fonction auxiliaire. La preuve de cette subordination de l'art vis-à-vis de la conscience et de la science, c'est, comme nous l'avons démontré précédemment, dans tout ce qui est de science et de droit pur, l'idée et l'idéal sont identiques et adéquats. Qu'à cet égard, le rôle de l'art devient nul et qui ne rentre pas en exercice qu'à l'égard des objets particuliers, des individus et de leurs actions, dont l'idée propre, c'est-à-dire la forme, figure ou image, nécessairement différente du type ou de la loi, est différente de l'idéal, en sorte que science et conscience sont en nous les deux sources de l'idéal, c'est-à-dire de la faculté que nous avons de considérer les choses après leur loi et de tendre à les y ramener, et qu'un art qui se déclarerait indépendant de la science et de la morale irait contre son propre principe, ce serait une contradiction.